Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, nous partons au Cambodge. Tout juste sorti de ses études d'ingénieur, Amaury a troqué l'ordinateur contre la salle de classe. Au milieu des élèves salésiens, il va apprendre à enseigner, à se dépasser et surtout à découvrir que parfois, le plus beau qu'on puisse donner, c'est son temps. Chomripso Aknia, je m'appelle Amaury. Je suis parti au Cambodge, à Phnom Penh, de 2023 à 2024. Donc à Phnom Penh, j'étais dans une école salésienne, donc l'ordre de Don Bosco, où j'étais professeur d'informatique. Et le soir, je m'occupais des élèves de la pension, donc faire du sport avec eux, et voilà, prendre du temps avec eux. Un peu comme le héros des choristes. Voilà, où la journée, il donne cours, et le soir, il s'occupe des étudiants. Je sortais de mes études d'ingénieur, et il se trouve que dans ces études, en tout cas dans mon école, on ne proposait pas forcément d'année de césure. Et tous mes amis en école de commerce, à l'inverse, on leur recommandait, voire presque obligeait à faire des années de césure pour leur dire allez découvrir le monde, c'est très formateur, vous allez avoir plein d'expériences. Et moi, je me disais, moi aussi, j'aimerais avoir ce genre d'expérience. Et donc, je me suis dit, je vais faire mon année de césure. Donc, en fait, à la fin de mon alternance, dans le milieu de l'informatique, je me suis dit, c'est le moment, en fait, avant de se lancer dans le monde du travail, de prendre ce temps pour en fait partir en mission, se découvrir. Voilà, donc le début de discernement, ça a vraiment été un aspect très personnel, découverte de soi, aventure, qui m'a mené sur le discernement Fidesco. Quand je suis arrivé, c'était vraiment la perte de repères assez énorme, dans le sens où en fait je sortais de toutes les normes. C'est-à-dire que quand j'étais en France, dans la rue, j'étais un peu monsieur tout le monde, quoi. Tandis qu'au Cambodge, je suis assez grand, tandis que les Cambodgiens sont assez petits. J'étais le seul blanc. Dans l'avion, on était quelques Européens, mais bon, qui sont assez vite retrouvés leurs familles, leurs amis, voilà. Donc il se trouve que la voiture qui devait me chercher avait un petit peu de retard. Donc en fait, au bout de 5 minutes, j'étais le seul blanc. En plus, dans l'avion, j'avais mis un pull parce qu'il faisait un peu froid, donc j'étais le seul en pull. Vraiment, c'était le gars au milieu de la masse, mais qui ressort complètement, quoi. Et donc, il y a un moment où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et en fait, avec le wifi de l'aéroport, j'envoie des messages aux 2 autres volontaires qui étaient avec moi, en disant, est-ce que vous arrivez? Est-ce qu'il y a un truc? Parce que c'est en plus, il était quelque chose comme 23h, donc la nuit, c'est tout plus difficile de se rendre dans un lieu. Et donc, en fait, finalement, ils viennent. Et c'est vraiment cette espèce de moiteur qui arrive, qui vous prend un peu quand on sort de l'air climatisé, la chaleur, tout ça, ça fait vraiment sortir du référentiel qu'on a, quoi. J'arrive et je me dis, mais ah ouais, la mission, ça vous cueille dès le début, quoi. Parce que je cherchais un petit peu. Au sens où, moi je cherchais aussi un peu une perte de repères pour voir un petit peu, lorsqu'on enlève tous les piliers de sécurité en France, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Voilà, qui est Amaury derrière, lorsqu'on enlève un peu le gras, quoi, quand on coupe le gras, qu'est-ce qui reste? Et donc je me suis dit, là, voilà, je suis bien tombé parce que pour le coup, ça a été assez efficace, assez vite. En fait, en arrivant à l'aéroport, j'avais un petit peu des interactions qui étaient proches de ce qu'on pouvait voir en Europe, dans le sens où les gens étaient un peu interloqués, des visages curieux. Tandis qu'en arrivant dans l'école, en fait, dès le lendemain, en fait, c'était le dimanche, donc on avait la messe dans l'école, et en fait, on m'a présenté en tant que volontaire, et dès que j'ai été présenté en tant que tel, tout le monde m'a fait immédiatement confiance. C'est que là-bas, il y a vraiment une confiance qui est accordée très rapidement si quelqu'un vous accueille, dit ok, lui c'est mon ami, c'est quelqu'un de confiance. D'un coup les portes s'ouvrent et donc les élèves essaient tout de suite de rentrer en interaction avec un grand sourire. Alors ceux qui parlent un petit peu anglais tentent de s'entraîner et puis de rentrer en communication. Les autres qui parlent pas anglais parlent entre eux parce que un nouveau volontaire ça fait parler. Mais c'est vraiment cette confiance dès le début où on est vraiment accueilli par un sourire et on n'a pas eu à convaincre les gens de nous accueillir et de prouver notre valeur. Dès le début, c'était donné. Une journée à l'école de Phnom Penh, ça commence assez tôt, dans le sens où moi, dans mon trinôme, donc, il y avait 2 séminaristes qui avaient les offices fortement conseillés dès le matin à 5h30 pour une méditation, puis la messe et les laudes, avant le petit déjeuner. Et étant donné que moi j'étais un laïc, on me disait que c'était facultatif. Au vu des journées denses qu'on avait, je préférais arriver pour le petit déjeuner.
et bon, qui était quand même à 6h30, donc ça change un peu des horaires, françaises, hein. Voilà, c'est un autre dépaysement et à partir de là, en fait, toute la journée commence, avec les étudiants. Toute la journée, on les suit. Dans l'idée salésien, c'est vraiment d'accompagner, de donner un cadre qui permet de prévenir toutes les potentielles, chutes. Voilà, donc en étant là, un peu comme un ange gardien derrière, ils ont avant qu'ils fassent des bêtises, on va les suivre et donc la journée se construit vraiment avec les étudiants tout au long de la journée. Donc c'est vrai que c'est un peu parfois, épuisant parce qu'on a envie d'avoir un peu des moments pour soi, dans une culture qu'on connaît pas, avec un climat qu'on connaît pas mais voilà, de 6h30 à 22h, en fait, on est, embarqués dans la journée et on s'arrête pas. Donc moi, c'était, je faisais mes cours le matin. J'avais 2 matières, donc une d'informatique de base pour les élèves qui n'avaient pas eu d'ordinateur, donc c'était vraiment, qu'est-ce qu'un clavier? Qu'est-ce qu'un écran? Qu'est-ce que Windows? Et un autre, plus technique, parce que j'avais fait, des études d'ingénieur informatique, où là, c'était plus, technique, avec les différents élèves que j'avais et l'après-midi, je préparais mes cours, donc dans la salle des profs qui permettait d'avoir un contact privilégié aussi avec les profs, passer un moment avec eux et une fois que la journée de cours était terminée, là, on passait en fait vraiment au moment, où on rentrait dans la pension. Voilà, c'est-à-dire que les élèves, de l'extérieur rentraient chez eux et puis nous, on allait avec la cinquantaine de pensionnaires qu'on avait, puis on faisait toujours une activité sportive, enfin physique. Un jour sur 2, c'est du sport et un jour sur 2, c'était de l'entretien. Donc, soit passer le balai, la serpillière ou pour d'autres qui étaient dans mon équipe, on était à la ferme de l'école. Donc voilà, on redécouvre, un peu l'agriculture à l'ancienne, on bêche un champ, à la main, donc pour avoir les légumes, qu'on peut soit consommer, soit vendre au marché. Puis on avait aussi, des poules et des poissons. Donc voilà, c'était vraiment une activité, voilà, dans laquelle, on était pour, gagner de l'argent pour l'école qui restait, une ONG là-bas. Et puis suite à ça, on avait un temps d'études, un temps de douche où chaque fois on est là pour surveiller les étudiants. Et puis après, une étude du soir et après étude du soir, on surveille qu'ils vont bien, se coucher. Voilà, parce que c'est des élèves qui ont à peu près 18-20 ans, donc pour éviter qu'il y ait des sorties en ville, ce genre de choses. Et donc voilà, toujours cet esprit de prévenir avant qu'il y ait un problème. Voilà, cela nous amène à la fin de la journée 22h où on est content de retrouver son lit. Concernant la vie de trinôme, c'est vrai qu'on était, souvent sollicités chacun sur nos missions. Moi, j'étais prof informatique, au vu de mes études, mais les autres, il y en a un qui était prof d'anglais et l'autre qui était prof de sport et s'occupait des espaces verts avec les étudiants. Donc on avait vraiment 3 missions assez distinctes. En fait, à la fin de la journée, on avait des petits moments pour se voir, mais ça restait vraiment très, très rapide et c'était vraiment le week-end où là, on avait plus de temps pour, se poser et voilà, parler de nos expériences, parler de ce qu'on avait vécu et un peu, voilà, digérer la semaine qu'on avait eue et donc le dimanche, c'était notre journée, vraiment temps libre où on pouvait sortir de l'école, dans le sens où les autres jours, on était vraiment dans la structure de l'école pour être là, en cas de souci, ou si un élève avait envie de parler, enfin voilà, d'être là. Et le dimanche était vraiment notre jour, de sortie où on prenait le temps de découvrir la ville, les environs et aussi, de parler peut-être, plus librement, là, de nos expériences, de ce qu'on avait vécu le lundi passé et donc prendre ce temps, nécessaire entre volontaires pour en fait, avoir des regards, différents, mais venant de la même culture. Pour comprendre, en fait, des choses au début parce que on avait, nous, la particularité d'être une nouvelle, mission, dans le sens où on n'avait pas de volontaires avant pour nous expliquer. On peut dire que, on a mis un peu les pieds dans le plat. Bon, ça fait partie du jeu et du coup, en fait, le week-end, on expliquait un petit peu ce qu'on avait vécu, puis l'autre disait: «Ah bah oui, j'ai vécu la même chose la semaine dernière» et en fait, voilà comment ça s'est passé, puis du coup, ça s'est mieux passé et en fait, à digérer ensemble la semaine. Lorsque la journée se passe, à la fin de la journée, tous les soirs et aussi tous les matins, il y a un responsable, un professeur, un prêtre, ou un volontaire qui va prendre la parole et faire un petit peu une causerie sur quelque chose qui lui tient à cœur. Voilà, ça peut être, certains profs faisaient des discours sur, la bonne image qu'il fallait avoir en entreprise, d'autres, sur la fidélité, sur la joie et puis en fait nous les mardis soirs, les 3 volontaires nous demandaient tour à tour de faire une petite, palabre sur, le sujet de notre choix. Et cette semaine-là, c'était mon tour. Là, il me semblait que je parlais de la confiance en soi, un peu anodin. Et puis la semaine se passe, j'ai rendez-vous avec le responsable des volontaires qui, en fait, au bout de 6 mois de mission, m'appelle dans son bureau et en fait me dit un petit peu, toutes les choses, qui vont pas forcément dans la mission. C'est-à-dire que, au Cambodge, pour pas que les gens perdent la face,
on va pas leur dire les choses, directement. Là où en France, bah, voilà, on fait un retour constructif, sur le coup, voilà. Au Cambodge, bah, il faut pour pas perdre cette, face sociale, en fait, on va en parler au responsable et le responsable va retransmettre aux collègues de travail. Et donc, au bout de 6 mois, justement, on n'avait plus de remords parce qu'au début, ils nous recadraient un petit peu pour, voilà, nous donner un petit peu les clés pour pouvoir, être là. Et puis au bout de quelques mois, on n'avait plus de retour et on s'est dit: «Bon, bah, on a l'air d'avoir, chopé le truc, quoi. On commence à être un peu les Français cambodgiens». Et donc, vient ce fameux rendez-vous et là, en fait, on me dit un peu mes 4 vérités. Alors là, ça c'est pas top, et par exemple, au début de la mission, je préparais mes cours dans ma chambre pour avoir du calme. Il fallait que je revoie un petit peu les cours qui avant étaient écrits en khmer, donc il fallait que je les traduise, que je les réadapte et que je puisse les présenter, aux élèves. Et en fait, bah, les profs, vu que je n'étais pas en salle des profs, considéraient qu'en fait, j'allais dormir, vu que ma chambre était sur le campus. Et donc, au bout de 6 mois de mission, on me dit: «Bon, bah, Maury, les gens de ton département, électronique trouvent que, bon, bah, tu un peu, voilà, il faudrait que tu t'y mettes un peu au boulot». Alors moi, je donnais 4 heures de cours le matin, je préparais mes cours l'après-midi, donc j'étais là, c'est quand même un peu rude. Surtout en milieu de mission, c'est un petit peu le creux de la vague, l'image un peu dorée du début, s'effrite et on voit un peu les gens dans leur réalité. Personne n'est parfait et donc en fait, l'un plus l'autre, c'était un peu dur à avaler, quoi. Et au milieu de ça, j'ai un élève qui vient me voir et donc je suis un petit peu pas au fond du trou, mais bon voilà, le moral un peu dans les chaussettes. Et puis, de manière anodine, il me parle de ce topo que j'ai fait 2 jours avant et puis il me dit: «Là effectivement, tu vraiment mis, le point sur quelque chose d'important dans ma vie». Dans le sens, voilà, il se faisait très peu confiance en lui, il était là un peu à contre-cœur parce qu'en fait les élèves sont souvent dans une situation économique précaire et donc ont toujours ce dilemme entre, est-ce que je reste pour travailler à la maison, qui est un peu la solution à court terme, ou est-ce que je fais mes études pour avoir un métier qui paye mieux après? Parce que la plupart des étudiants, bah, sont fils d'agriculteurs, et donc, bah, devenir électricien ou garagiste donne un avenir un peu plus, heu, stable économiquement. Et donc, il y a toujours ce dilemme pendant les 2 ans d'études où ils se disent: «Bah, qu'est-ce que je fais?» Et puis, en fait, il était un peu pris de remords sur ce fameux dilemme. Il dit: «Bah, j'ai un peu la pression», lui aussi était un petit peu, moral dans les chaussettes et en fait, le topo que j'avais fait lui avait un petit peu redonné, du boost et en fait, le fait qu'il m'en parle et que je vois que dans la semaine que j'avais faite, il y avait quelque chose que j'avais bien fait, bah, ça a permis de relancer un peu la machine. J'avais un peu pris la douche froide et là, hop, on vient un peu me prendre par la main et en fait, ça a été un petit peu la réalisation de me dire que, on en parle un petit peu avec Fidesco, mais la mission, on peut pas forcément y arriver tout seul. Voilà, c'est quelque chose, on peut pas y aller avec la force de ses poignets et en fait, c'est vraiment ce moment où on est pris par la main et les gens qu'on est venu servir, en fait, vous apportent aussi beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Sans se dire: «On va sauver le monde» et ben, en fait, les gens vous apportent aussi des choses et dans les moments où vous êtes pas bien, ils vous aident, on discute et voilà, c'était mon élève donc ensuite, il a amené ses amis, on a discuté, on a pris le temps de voir, un peu ce qui avait été bien. Ses différents amis, ils disaient: «Ah oui, moi j'ai bien aimé ça, moi j'ai bien aimé ça» et en fait, c'était assez drôle parce que c'était que des moments où on vivait quelque chose. Pas quelque chose que je faisais, enfin, je sais pas trop comment dire, mais c'était pas parce que, par exemple, j'avais fait des bons cours. C'était parce que j'avais été à la ferme avec eux et on avait discuté pendant quelques heures, je leur avais appris 2-3 mots d'anglais et en fait, c'est ces moments-là dont ils se sont rappelés plus que ce que moi, en fait, j'avais pu, faire, physiquement. Et en fait, c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit dans la mission un peu ce tournant de: «On n'est pas là pour faire, on est là aussi pour être avec les gens» et c'est ça, en fait, qui va rester derrière. C'est du temps qu'on prend et c'est vraiment ça qui est la ressource la plus précieuse quand on part en mission, c'est vraiment le temps qu'on accorde aux gens, plus que vraiment les compétences. Alors certes, on a un métier, mais c'est vraiment ce temps donné qui est le plus important. Quand je suis rentré en France, en fait, je suis passé de un peu de tout à rien. Dans le sens, j'avais des journées très actives au Cambodge et là, je retournais, un peu dans les terres. C'est que dans la journée, on n'avait rien à faire. Enfin, on pouvait voir des amis, mais bah, les amis ont une vie, professionnelle, ou une vie étudiante. Donc en fait, entre, 8 heures et midi, on voit personne et de 14 heures à 18 heures non plus. Et donc en fait, c'est un petit peu étrange et ça aide aussi un peu à prendre le temps de se dire, «Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?» Et en fait, je me suis rendu compte que ce serait un processus vraiment long. Je verrais pas forcément des fruits directement et ce serait quelque chose, je pense, dans ma vie professionnelle, amicale, personnelle, où en fait des situations me rappelleront ce que j'ai vécu et permettront en fait d'axer le jugement, différemment de ce que j'aurais pu avoir, avant.
Et donc, c'est assez intéressant parce que du coup, au bout d'1 an, qu'est-ce qui est resté? Quand je suis revenu à la vie parisienne, c'est très actif, un espèce de tourbillon et je me suis dit: «Mais est-ce que je retombe là-dedans pour avoir, comme au Cambodge, une vie active?» Et en fait, je me suis dit: «Ben, faut savoir prendre le temps» parce que du coup, là-bas, il y a vraiment une prise du temps, parfois un peu, frustrante au début, mais qui enseigne beaucoup. Disons que ça tanne un peu le cuir des Parisiens. Comme moi, par exemple, bon, lorsqu'on travaillait parfois à la ferme, en fait, il y en avait un qui travaillait et 5-6 qui regardaient. La productivité que j'avais, ils disaient: «Bon, bah, en fait, s'il y en a 6 qui travaillent, eh ben, on aura fini le travail en 1 heure, au lieu de prendre, 6 heures de boulot». Et en fait, ben, culturellement, c'est pas forcément, ce qu'ils font. Donc en fait, on lutte à contre-courant, mais en fait, comme c'est pas notre culture, on finit forcément par, perdre et en fait, on accepte ce mouvement et je pense que c'est un peu resté aussi ce mouvement de on a le droit de prendre le temps et donc ça axe aussi un petit peu sur, voilà, quelles sont les motivations qu'on a, dans la vie. Lorsque je parle avec mes amis, bah, ça parle, souvent un peu, de choses assez matérielles et en fait, je me dis: «Bah, est-ce que j'ai envie de faire ça?» Au fur et à mesure, je me rends compte que pas forcément et un peu à l'image de se laisser, aller, lâcher prise sur à la fois cette vie hyper active, mais aussi sur le matériel. Est-ce que j'ai besoin de devenir millionnaire pour être heureux? Et en fait, là-bas, c'est vraiment très marquant ces choses-là. Lorsque je posais la question, parfois aux élèves, sur des temps libres, en disant: «Bah, qu'est-ce que tu ferais si tu avais tout l'argent du monde?» Et ben, en fait, ils avaient toujours des réponses extrêmement concrètes. C'était, «Bah, je mangerais ce que je voudrais». C'est-à-dire, il y en a pas un qui s'achète une baraque, pas possible. Il y en a pas un qui s'achète, une Lamborghini, c'est, voilà: «Je mangerai ce que je voudrais». Et en fait, c'est un peu ce truc de on revient à l'essentiel. Est-ce qu'il y a besoin d'un château pour être heureux? Pas forcément. Et donc je pense que ça, c'est un des fruits, en tout cas pour l'instant, que je peux sentir. Et puis après, il y en aura sûrement d'autres que mais celui-là, c'est vraiment le principal. Et donc dans cette optique, si jamais ces mots-là résonnent, il faut pas hésiter à se poser la question, peut-être de changer, quelque chose, dans sa vie. Alors peut-être, partir en mission. Enfin, en tout cas, moi, ça s'est fait avec une mission Fidesco et donc peut-être que pour d'autres personnes qui se posent la question, ça peut être ça, en gardant en tête que, bah, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est dans le sens littéral. C'est que c'est une expérience qui sort de l'ordinaire, mais c'est pas quelque chose qu'un super-héros peut faire. Moi, je suis un peu, bah, comme je disais au début, je suis un peu comme tout le monde, quoi. Je suis pas, le plus grand des chrétiens, après 1 an en Asie, je sais toujours pas m'asseoir en tailleur, enfin, voilà. On n'est pas parfait. Mais voilà, c'est un peu cette idée de, si vous posez la question de la mission, voyez la simplicité que c'est aussi. C'est quelque chose que je me disais pas mal en discernement, c'était: «Il y a 40 ans de volontaires avant moi qui sont partis, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que eux auraient de plus que moi j'aurais pas pu pour avoir les ressources de partir en mission?» Quand je suis rentré, tout le monde était très curieux de savoir, alors comment c'était? Et en fait, une des plus grandes frustrations, c'est qu'on n'a pas encore les mots pour dire ce qu'on a. Après 1 an d'être rentré, en fait, je trouve des formules qui permettent aux gens de se rendre compte de ce que c'était, mais en fait, on n'arrive pas trop à dire. Les gens écoutent, mais en fait, passent très vite à autre chose et donc en fait, c'est très difficile de parler d'1 an, en fait, en 15 minutes, au coin d'une table et donc cette partie-là, en fait, du retour où on témoigne, au début, en fait, est frustrante, dans le sens où on est limité et en fait, au bout d'un moment, comme on est toujours rapporté à ça, il y a une période où c'est un peu dur d'en parler, dans le sens où voilà, j'étais pas que le Cambodge, en fait. J'ai 24 ans et on me résume à 1 an de ma vie. L'avant Cambodge était un petit peu, pas négligé, mais voilà, les gens s'intéressaient à cette expérience extraordinaire et en fait, à un moment, c'était assez dur, d'en parler parce que, en 15 minutes, en fait, le topo, on va dire, devient un peu plus presque machinal. Mais en même temps, d'un côté, on est tellement heureux de pouvoir en parler aux gens et que les gens s'intéressent quand même. Mais d'un autre côté, c'est quand même dur de faire passer les messages qu'on a envie de faire passer. Et après, en fait, il y a toute une partie où en fait on revient un peu à sa vie d'avant. Par exemple, j'avais fini une alternance dans une entreprise qui m'avait donné un peu leur parole de me reprendre après. Donc j'avais déjà cette sécurité de l'emploi en rentrant. Donc quand je suis parti en mission, il y avait ce côté aussi serein, matériel. Puis bah, quand je suis rentré, j'avais mes parents en région parisienne. Donc en fait, je suis rentré chez eux. Donc à la fois pour les logements et pour le travail. En fait, au niveau matériel, j'avais vraiment beaucoup de chance. Mais du coup, j'avais un petit peu l'impression de revenir à ma vie d'avant. Alors qu'en fait, c'était un peu, comme un crabe. En fait, un crabe dans sa vie, il mue parce que sa carapace est trop serrée. Il y a un moment où en fait, il sort de la carapace, il est un peu vulnérable. Donc ça, c'était le temps en mission où en fait, on est vraiment, on découvre plein de choses et en fait, là, maintenant, la carapace se durcit, donc on en a plus c'est plus large, c'est plus confortable, mais on peut plus revenir à celle d'avant. Alors que, bah, en fait, la vie extérieure a l'air d'être la même qu'avant. Et donc en fait, il faut trouver sa place, cet équilibre où en fait, bah, certes, je fais le même travail,
je vis au même endroit, mais qu'est-ce qui a changé? Voilà. Qu'est-ce qu'on a pu trouver? Et en parlant du travail, par exemple, c'est, la course à la promotion, la course à toujours faire mieux. Et en fait, peut-être faire quelque chose qui intéresse, c'est peut-être, la première étape, en fait. Est-ce que ça m'intéresse de faire ce travail? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que j'y trouve du sens? Et donc en fait, ce travail qui avant, quand j'étais dans l'alternance, était un petit peu, je vais pas dire dénué de sens, mais bon, c'était, j'avais trouvé cette alternance, voilà, les recherches de ça et l'alternance, on prend aussi un petit peu ce qui passe. Voilà. Et en fait, là, j'ai fait ce choix de rester parce que, voilà, c'était une entreprise dans laquelle, j'avais confiance, les gens avec qui je travaillais, c'est des gens avec qui je m'entends bien. C'est quelque chose où j'ai pu vraiment choisir sans être poussé par, des démarches plus matérialistes où vraiment j'ai dit: voilà, cette entreprise-là, j'y trouve des gens avec, des valeurs, j'y trouve quelque chose intéressant, et je me lève tous les matins, content de le faire. Je pense que cette étape-là où j'ai pu prendre le temps et découvrir une autre facette, ça permet de revenir avec une démarche moins intéressée, voilà. On est au travail, mais il y a aussi une dimension humaine dedans, auquel j'ai pu, un petit peu témoigner aussi, à la pause café, donc j'ai pas fait 1 heure de témoignage, mais j'ai pu, un peu parler du Cambodge, ça intrigue, ça intéresse et puis, peut-être ouvrir un peu les yeux aux gens là-dessus, là, la mission et qu'est-ce que ça peut être? Merci Amaury de nous avoir fait plonger au cœur de ta mission. Ton témoignage nous rappelle que la vraie richesse de la mission, ce sont les rencontres et le temps que l'on offre aux autres. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous aussi vous sentez l'âme d'un volontaire, venez faire un tour sur notre site internet fidesco.fr/partir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cœur de Mission, et cette fois-ci, direction la Tunisie. À bientôt!